Salut l'équipe, pour commencer, je vous souhaite une excellente année 2026. Tout d'abord sur le plan personnel avec une bonne santé, une santé de fer pour vous et pour vos proches. Également beaucoup d'amour, love is life, life is love. Vous vous mettez dans le sens que vous voulez et d'un point de vue professionnel, financier, je vous souhaite bien évidemment de l'abondance, de la réussite dans vos investissements et de l'épanouissement dans votre travail. On attaque l'année plutôt dans le vert, comme vous pouvez le voir. On est sur du vert, voire du vert foncé, avec des pourcentages qui sont quand même assez significatifs au vu des capitalisations sur Bitcoin et sur Ether, plus 6% sur Bitcoin, plus 7% sur Ether, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des progressions comme ça. On est toutefois encore loin des plus hauts historiques, mais ça fait plaisir de voir que ce marché retrouve un peu d'engouement en ce début d'année. On va comme toujours commencer dans une première partie par la macroéconomie, même s'il n'y a pas grand chose à dire, en tout cas je ne m'attarderai pas dessus aujourd'hui. On fera plutôt un focus sur Ethereum. Franchement, les chiffres sont assez dingues. Ethereum qui bat des records tant sur le nombre de transactions que sur les frais. Donc vraiment, Ethereum avec sa dernière mise à jour, Fusaka qui a eu lieu en décembre, retour en force et des métriques qui sont vraiment très intéressantes pour cette crypto. Et dans une deuxième partie, on ira sur les graphiques pour voir un peu les différentes classes d'actifs, les indices boursiers américains, l'or, le pétrole, le dollar, Bitcoin, Ethereum et d'une manière plus générale, le marché crypto. Au niveau macroéconomie, par rapport à ce qu'on attendait la semaine dernière, à savoir pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à dire. Le PMI manufacturier du mois de décembre qui est conforme aux attentes. Une baisse des inscriptions au chômage, 199 000 inscriptions au chômage le 31 décembre 2025 contre 215 000 la semaine précédente et 219 000 attendus. Une hausse attendue, finalement une baisse. Petite bonne nouvelle du point de vue du chômage. Et cette semaine, toujours sur le chômage, on aura le taux de chômage du mois de décembre qui sera connu ce vendredi 9 janvier avec une baisse attendue. On passerait de 4,6% à 4,5%. Vous savez que ça fait partie des éléments que suit la Fed dans ses prises de décision pour monter, maintenir ou baisser les taux directeurs. Et ces taux directeurs ont un impact sur la liquidité en circulation qui a également un impact sur le marché crypto. Voilà les raccourcis rapides de pourquoi on suit ça avec attention chaque semaine ensemble. Hormis ça, rien de vraiment significatif à attendre cette semaine d'un point de vue macro. Alors bien évidemment, il pourrait y avoir des impacts avec ce qui se passe en ce moment avec Trump et son administration, ce qui s'est passé ce week-end au Venezuela, ce qui pourrait se passer également dans les jours ou semaines qui viennent au Groenland ou ailleurs. Je crois qu'il a cité également la Colombie. Pour le moment, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit n'a pas eu d'impact significatif sur les marchés. À voir peut-être que les impacts auront lieu à l'ouverture de Wall Street en début d'après-midi. En tout cas, sur le marché crypto, à ce matin, rien de trop particulier, si ce n'est peut-être quelque chose de positif, mais je ne m'avancerai pas sur le sujet, je ne ferai pas de lien direct entre ce qui s'est passé ce week-end et la hausse du marché crypto. Du côté maintenant des ETF, qu'est-ce qui s'est passé pendant les fêtes ? Eh bien, pas grand-chose. On a eu 2 journées dans le vert et 2 journées dans le rouge. Donc globalement plutôt positif. Si on regarde en dollars, on est à environ plus 400 millions de dollars, donc des entrées. Mais ce qui sera intéressant, c'est de suivre également cette semaine, la semaine de reprise, voir un peu comment les institutionnels et également les particuliers qui investissent via les ETF se positionnent sur Bitcoin. On va aller voir également du côté d'Ether. La semaine dernière, on est sur le même schéma, dans des volumes un petit peu moindres, mais plutôt positifs. Pendant les fêtes, légère reprise sur les entrées de capitaux sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Pour revenir au taux d'intérêt directeur, j'avais oublié de vous passer ce graphique. Donc on est au mois de janvier maintenant. On aura la réunion du FOMC le 28 janvier de ce mois. Donc dans 23 jours, il y a encore un peu de temps, mais la probabilité semble être assez importante et assez claire, c'est d'avoir un maintien des taux sur ce premier mois de l'année. On a aujourd'hui une probabilité estimée à quasiment 82% d'avoir un maintien des taux. En revanche, pour la réunion suivante qui aura lieu le 18 mars, c'est très incertain. 48% pour un maintien des taux et 44,4% pour la première baisse de taux de cette année 2026. Et si elle n'a pas lieu en mars, elle pourrait avoir lieu en avril où on retrouve la probabilité la plus élevée. Maintenant, si on dézoome un peu et qu'on regarde sur l'ensemble de l'année 2026, on voit que globalement, les probabilités
vont dans le sens de 2 baisses de taux, donc une baisse globale de 50 points de base de 0,5%, passant les taux entre 3 et 3,25%. Maintenant, tout cela pourrait bien évidemment changer selon le nouveau président de la Fed, puisque Jérôme Powell a son mandat qui se termine au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, un nouveau président, peut-être une nouvelle politique, une nouvelle vision. On aura la réponse dans les semaines et les mois qui viennent. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un focus sur Ethereum. Alors on va passer en revue des graphiques tout à l'heure, mais juste avant, je voudrais revenir sur ce tweet de Vitalik. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le lien du tweet est dans la description, tout comme les graphiques qui vont être présentés en suivant. Tous les liens, il y a une section liens présentés dans la vidéo, et voilà, vous trouvez tous les liens si vous voulez retourner sur les graphiques, si vous voulez retourner voir ce tweet, voilà, pouvoir par vous-même après gagner en autonomie. Les sites que j'ai présentés précédemment sont également disponibles en description. Voilà, donc Vitalik, il a tweeté ça samedi 3 janvier, et en gros, il nous explique qu'Ethereum a franchi une étape importante avec de nouvelles technologies désormais utilisables concrètement, ce qui lui permet de traiter plus de transactions sans sacrifier la sécurité du réseau. Alors peut-être qu'il s'emballe un petit peu, mais selon lui, Ethereum commence enfin à résoudre le fameux trilemme de la blockchain entre rapidité, scalabilité, sécurité et décentralisation. Il le résout non plus en théorie, mais dans la pratique. Il décrit une trajectoire sur plusieurs années où le réseau pourra progressivement augmenter sa capacité tout en intégrant des preuves cryptographiques avancées pour vérifier les transactions plus efficacement. L'objectif est de construire une blockchain capable de fonctionner à grande échelle sans dépendre d'acteurs trop puissants ou centralisés. Vitalik affirme qu'Ethereum se rapproche d'un modèle où le réseau est à la fois performant, équitable et réellement décentralisé, même à l'échelle mondiale. On va aller donc voir maintenant quelques graphiques sur etherscan.io. On commence par le nombre de transactions journalières et vous voyez que sur 2026, sur ce début d'année, on a atteint des records historiques avec plus de 2 millions de transactions par jour. Et ce, malgré la latéralisation du cours de l'ETH, puisque si on se réfère ici à l'historique, on voit qu'en 2017-2018, on avait eu cette hausse avec le bull run. En 2021, pareil, quand ETH avait fait des performances assez folles d'un point de vue prix, le nombre de transactions avait également augmenté. En 2022, avec le marché baissier, le nombre de transactions a baissé jusqu'en 2023-2024 avant de se stabiliser et de repartir à la hausse sur 2025 et aujourd'hui atteindre des plus hauts historiques. Donc malgré un prix qui se stabilise, un prix qui n'a pas fait les performances attendues, eh bien malgré tout, le réseau continue d'enregistrer un nombre croissant de transactions. On peut le lire également au travers de ce graphique-là qui est le nombre de jetons transférés ERC20, donc des cryptos qui sont sur le réseau Ethereum, qui ont la norme Ethereum ERC20 pour utiliser la blockchain. Le nombre de transferts de ces jetons quotidiens ne fait également que augmenter avec un pic assez exceptionnel. J'arrive pas exactement à me positionner dessus, mais ça se situe début décembre et il y avait quasiment 10 millions de transactions qui ont été atteintes sur la journée. L'autre élément qui est très marquant, notamment pour des personnes qui sont dans l'écosystème depuis des années, qui ont connu des frais de transactions sur Ethereum absolument dingues, où ça se comptait en centaines de dollars, voire exceptionnellement plus. C'était notamment lors du pic du bull run de 2022, enfin lors des deux pics, on avait atteint des niveaux de prix absolument fous. C'était le cas, alors j'ai dit 2021, les deux pics au mois de mai ici, et en fin d'année ici, mais c'était le cas également courant 2020. On voit ici qu'on a des pics de prix absolument gigantesques, et on regarde ici 2025, ça n'a fait que baisser. Si on dézoome un peu ici, qu'on regarde sur un an, ça a bien baissé sur début 2025. Ensuite, ça s'est stabilisé, et là, depuis le mois de décembre, avec la mise à jour, ça ne fait que baisser. Et pour illustrer ça, on peut voir ici sur l'Ethereum Gas Tracker, on est sur des frais moyens de quelques centimes, ce qui est très très peu pour Ethereum. Alors certes, on peut trouver moins cher avec des blockchains comme Solana par exemple, avec des Layer 2 comme Base ou Arbitrum, on va également avoir des frais qui vont être moindres. Mais pour utiliser Ethereum, qui est quand même
la blockchain aujourd'hui la plus utilisée, sur laquelle il y a le plus de TVL, de Total Value Locked en finance décentralisée. C'est pour moi, hors Bitcoin, hein, c'est la blockchain la plus sûre. Je trouve que ça revient donc très peu cher en fait de pouvoir l'utiliser directement, et par conséquent, quid des Layer 2? Quel intérêt d'aller sur des Layer 2 pour économiser quelques centimes quand on peut être directement sur la blockchain principale? Chacun se fera son avis sur le sujet et aura des choix en conséquence, mais si on regarde d'un point de vue, comme je le disais, TVL, donc on est sur le site ici de DeFi Lama que vous connaissez certainement, Ethereum a repris des parts de marché clairement à ses Layer 2, mais pas que. Ethereum représente 71% en termes de TVL. Ensuite, on retrouve Solana avec plus de 12 milliards, la Binance Smart Chain plus de 8 milliards, Bitcoin également qui voit sa TVL augmenter petit à petit avec plus de 7 milliards. Ensuite, on a le plus gros layer 2 sur Ethereum qui est Base avec plus de 6 milliards, une blockchain beaucoup plus récente qui est Plasma avec plus de 5 milliards, Tron qui est à 4,9 milliards. Bref, après c'est du partage de miettes puisqu'on descend dans des pourcentages qui sont autour, voire inférieurs à 1%. Si on regarde Avalanche ici, qui est 9e, ne représente que 1,3%. Donc tout ça pour dire que Ethereum reste le leader incontesté de la finance décentralisée. Pour conclure sur ce petit focus Ethereum, on peut donc voir que Ethereum devient plus performant, notamment avec des frais qui baissent, que cette blockchain est de plus en plus utilisée alors qu'elle était déjà leader de sa catégorie. Et pour faire la transition avec l'analyse technique, on va aller commencer par le graphique d'Ethereum. Avant de continuer, un petit mot sur le partenaire de cette vidéo que je remercie car il permet de financer le contenu proposé sur cette chaîne. Il y a d'ailleurs un bonus de bienvenue de 50 € pour ceux qui passeront par mon lien d'affiliation. Pour ceux qui ne connaissent pas Bitpanda, la plateforme a été créée en 2014 en Autriche, donc ça ne date pas d'hier, déjà plus de 11 ans d'existence. C'est une des premières entreprises à avoir obtenu l'agrément MiCA à travers la BaFin, qui est le gendarme financier allemand. C'est une plateforme très complète et je suis loin d'être le seul à l'utiliser puisqu'il y a déjà 7 millions d'investisseurs qui l'ont rejoint. Il y a plus de 650 cryptos qui sont disponibles et plus de 3000 actifs numériques. Elle a l'avantage d'être régulée, sécurisée et fiable et de pouvoir comporter un peu toutes les classes d'actifs. On retrouve donc bien évidemment les cryptos, mais il y a aussi les métaux, les actions, les ETF, les matières premières et également des indices crypto. Attention toutefois aux indices par rapport à la fiscalité. Elle est simple et intuitive et dispose de fonctionnalités très intéressantes comme un plan d'épargne Bitcoin ou encore la possibilité de mettre des ordres limites et également la possibilité de faire travailler son cash avec Bitpanda Cash Plus. C'est également une plateforme qui est innovante et qui développe de nouvelles fonctionnalités pour être de plus en plus connectée à la finance décentralisée. Au niveau des frais et des commissions, on est dans la moyenne des courtiers comme Finari ou Swissborg, mais on reste plus élevé que certaines plateformes 100% crypto comme Binance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous le retrouverez sur ma chaîne. J'ai également fait une vidéo pour comparer différentes plateformes. Je vous mets le lien pour en savoir plus. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire via mon lien d'affiliation pour pouvoir bénéficier de 50 € offerts en Bitcoin. Alors comme on l'a vu en début de vidéo, Ethereum a fait un joli rebond la semaine dernière. Il est repassé au-dessus des 3000 $. Une zone de travail qu'on espère voir faire office de support avec un rebond dessus. Ethereum qui n'a pas performé comme beaucoup pouvaient l'espérer sur ce cycle, puisqu'il a tout juste fait un nouvel ATH, très léger ATH, à 4 950 $. Il n'a même pas atteint les 5 000 $, alors que sur le cycle précédent, il avait fait un plus haut à 4 850. Donc un Ethereum globalement très décevant, qui reste pour moi sur du long terme dans une tendance haussière. Maintenant, si on regarde à court terme, ça reste toujours baissier selon moi. Il faudrait aller regagner les 4 000 $. En fait, ça a chuté tellement fort ici que maintenant, pour dynamiser un peu le cours et remettre un peu d'intérêt, voire du FOMO sur cet actif, il va falloir aller faire des plus hauts historiques. Il faut éviter d'avoir ici un plus haut qui soit plus bas que celui-là. On veut éviter d'avoir un rebond de ce type-là avant d'aller chercher plus bas et de faire un plus bas que le précédent. Là maintenant, ce qu'il faut, c'est que ça, ce soit un point bas et qu'on aille chercher des niveaux plus hauts et déjà revenir ici au-dessus des 4 000 $, 4 000 $ qui est quand même
un niveau clé qui a fait office de résistance à plusieurs reprises, en mars 2024, en mai 2024, en décembre 2024. C'est voilà, un niveau de résistance qui n'est pas facile à casser. Il a été cassé à la hausse ici. Quand on est revenu ici, moi ce que j'espérais c'était d'avoir un pullback sur cette résistance devenue support et d'avoir un rebond. Malheureusement, le marché en a décidé autrement et ça a cassé donc ce support à la baisse qui donc n'aura pas vraiment fait office de support. C'est revenu ici. Donc là, on a ce niveau des 3000 qui pour l'instant fait office de support. Il faut qu'il tienne, il faut retrouver un peu d'attrait et d'intérêt pour cet actif. Les retail, les particuliers ont quand même bien déserté le marché. Pour qu'ils reviennent, parce que tout est cyclique, les gens reviendront sur les cryptos tôt ou tard, il faut redonner envie et pour ça, rien de mieux qu'avoir une performance du jeton. Donc c'est ce qu'on espère, ce que j'espère pour revoir Ethereum aller faire des plus hauts historiques, mais la tendance court terme reste quand même plutôt mauvaise avec cette série de semaines baissières. Ethereum pourrait très bien également repartir à la baisse et aller chercher ce niveau autour des 2000$. Tout ça dépend également du Bitcoin qui a quand même aujourd'hui quasiment toujours 60% de dominance et toujours lui quand même qui drive le marché. C'est lui qui surperforme les autres cryptos et Bitcoin qui lui est en train de sortir de sa consolidation comme on l'avait vu la semaine dernière. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'il oscille entre environ 87 000 et 92 000$. Donc la semaine dernière, il a clôturé juste en dessous. Là, il est en train de casser à la hausse, donc ça c'est vraiment très bon signe. Maintenant, voilà, il faudrait avoir la confirmation, avoir une clôture hebdo qui soit au-dessus, si possible, aux 94-95 000. Idéalement, aller aux 100 000$. Idéalement, aller regagner cette moyenne mobile 50 périodes en weekly. Aujourd'hui, elle est environ autour des 101 000. Vous savez, c'est un indicateur que je suis. C'est parmi d'autres, bien sûr, c'est un indicateur parmi d'autres. Il n'y a pas d'indicateur magique, mais c'est vrai que quand on a cassé par le bas de manière violente cette moyenne mobile 50 périodes, je suis passé quand même assez baissier d'une manière générale sur le marché crypto, puisque historiquement, quand cette moyenne mobile casse par le bas, on l'a vu ici en 2021, on l'a vu ici en 2018, ou à l'inverse, quand cette moyenne mobile elle est reprise à la hausse, voilà, c'est généralement, c'est plutôt bon signe quand ça casse par le haut, ça enclenche un mouvement haussier, et quand ça casse par le bas, ça enclenche un mouvement baissier. Bien évidemment, comme je le disais, c'est pas un indicateur qui se suit à lui-même. C'est pas parce que ça a cassé ici par le bas que forcément ça va baisser pendant un an, mais la probabilité d'avoir une pression baissière reste quand même pour moi assez élevée. Et pour réenclencher une dynamique haussière, j'aimerais voir Bitcoin aller casser cette moyenne mobile 50 périodes en semaine. Voilà, par le haut, et donc avoir un prix qui évolue au-dessus des 100 000$. Mais on en est encore loin, même si tout peut aller très vite dans le marché crypto. Déjà, il faudra clôturer au-dessus des 92 000$ pour Bitcoin. Juste avant, je vous parlais de la dominance qui continue de se stabiliser. On a vraiment ici, depuis plusieurs mois maintenant, une dominance qui évolue entre 59 et 60%. Donc une dominance vraiment très serrée. Difficile aujourd'hui de dire si on a une pause dans cette jambe baissière. On a mis fin à ce canal haussier. Alors on a vu cette tentative ici avant que ce soit repris. Ici c'est une tentative, on va dire, réussie de sortie du canal haussier. On a une stabilisation après cette baisse importante quand même de Bitcoin versus le reste du marché. Comme on l'avait eu précédemment, on a une baisse, ensuite ça stabilise et ensuite ça rebaisse. Est-ce qu'on stabilise avant un prochain mouvement baissier ou au contraire on va avoir une remontée de la dominance du Bitcoin? Difficile à dire. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, j'ai du mal à avoir des volumes, des capitaux entrer de manière significative dans les alts et encore plus au détriment de Bitcoin, et donc avoir une surperformance des alts versus Bitcoin. Pour moi aujourd'hui, j'ai plutôt le sentiment qu'on a trouvé un support autour des 58% de dominance. Peut-être on reviendra sur ce support avant de rebondir, mais d'avoir une continuation baissière avec une dominance
de Bitcoin qui chute face aux alts n'est pas impossible, mais reste pour moi la probabilité la plus faible. Et la probabilité que je vois la plus élevée, c'est une continuation en fait de cette stabilisation de la dominance. Si on regarde Bitcoin versus l'ensemble du marché crypto hors top 10, donc Other versus Bitcoin, on voit qu'on a eu ce rebond. C'est assez chirurgical comme l'aiment dire certains en analyse technique, même si souvent en analyse technique, il n'y a absolument rien de chirurgical, ce qu'on a envie de voir, hein. C'est comme les chiffres, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. On a eu un rebond ici sur cette droite de tendance haussière. Petit rebond, donc une légère surperformance des alts versus Bitcoin. Cette semaine, on est plutôt à la baisse. Bitcoin reprend un petit peu de dominance sur ce début de semaine, mais on arrive petit à petit sur la fin de ce triangle de compression et je suis curieux de voir l'issue. Si ça casse par le bas, on va avoir une dominance du Bitcoin qui va repartir très fortement à la hausse et inversement, si ça casse par le haut, on va avoir une diminution de la dominance du Bitcoin. Pour les alts du top 10, on est pour beaucoup sur des niveaux vraiment clés. Si on regarde ici Solana, on peut identifier un support ici autour des 130 $. On a eu un petit XC baissier à 120 $. Solana donc qui est en train de rebondir tout doucement sur ce support. C'est sensiblement la même chose sur XRP avec un petit peu plus de force quand même. XRP qui a plutôt bien rebondi la semaine dernière sur son support des 1,80-90 $. BNB, lui, qui reste quand même très haussier et très costaud hein, parmi l'ensemble du marché des alts. Hein. C'est peut-être l'alt la plus costaud qui est toujours sur sa droite de tendance haussière. Si on trace pour chaque crypto une droite de tendance haussière, je crois que seul BNB arrive à la tenir. Aujourd'hui, donc, il est en train de repasser au-dessus des 900 $, donc BNB qui reste toujours très haussier. L'excès qu'on a eu en automne où BNB est venu au-dessus des 1300 $ a entraîné une correction assez importante de combien ça a corrigé à 40%. Là actuellement ça stabilise, ça vient rebondir. Voilà, on a eu un accès haussier. On a été du coup ici dans cette zone de surachat. Il y a eu un petit peu de FOMO, un petit peu trop d'euphorie du coup sur le BNB. Le RSI a complètement dégonflé. On est maintenant en zone neutre au niveau des 50. Voilà pour ce top 5. Maintenant, du côté des indices boursiers américains, j'ai envie de dire tout va bien. On a eu la semaine dernière une légère semaine de baisse, mais globalement, très belle année sur le SP500. Très belle année également sur le Nasdaq. L'or a fait une année également magnifique, on ne va pas revenir dessus. La semaine dernière, il y a eu une correction suite à cet excès haussier, hein, comme on l'avait évoqué également la semaine dernière. Dès lors qu'on part un peu trop au-dessus du haut du canal, eh bien, le cours corrige assez violemment, hein, même si c'est pas non plus un enchaînement de bougies rouges, hein, c'est juste sur une semaine. Ensuite, généralement, on a une stabilisation avant d'avoir un nouvel élan haussier, hein, comme on l'a vu depuis plusieurs mois maintenant. On est dans ce canal haussier qui est assez vertical hein, quand même. Hein. C'est pas exponentiel, mais ça reste quand même assez vertical. À un moment donné, bien évidemment, ça prendra fin, mais la tendance est toujours extrêmement positive pour le gold. Et si on regarde Bitcoin versus or, on voit que par rapport à cette zone-là, qui je pensais ferait office de support, a été cassé par le bas. Finalement, la semaine dernière, on a eu une belle bougie de hausse pour Bitcoin versus l'or. Ça a réintégré, on va dire, cette zone de support. Sur ce début de semaine, c'est assez stable. Maintenant, ce qu'il faudrait pour maintenir ce support, c'est quand même assez rapidement revenir au-dessus du support, parce que si on repart en dessous, on pourra avoir une cassure plus nette et définitive de ce support et ensuite aller chercher plus bas. Et personnellement, comme je vous l'ai déjà dit et comme j'ai tendance à faire ce que je dis autant que possible, je suis personnellement beaucoup plus exposé à Bitcoin qu'à l'or actuellement. Je trouve que c'est une opportunité assez intéressante d'être en Bitcoin versus en or aujourd'hui par rapport au cours du Bitcoin actuel et par rapport au cours de l'or actuel, et cela bien sûr n'est pas un conseil en investissement. Le dollar qui s'est bien repris la semaine dernière, même si on n'a pas eu une bougie de ravalement, n'est pas revenu au niveau ici de là où le cours avait commencé à baisser. On n'a pas réintégré encore ce canal haussier, mais je ne me fais pas trop de soucis pour le dollar, surtout si l'on se réfère à ce qui est en train de se passer actuellement. Cela pourrait avoir des conséquences plutôt
positif pour le dollar. Après, je ne veux pas m'avancer là-dessus encore, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Mais aujourd'hui, je vois plus de probabilités pour des conditions macro à un regain d'intérêt pour le dollar et par conséquent une baisse de l'euro versus le dollar qui pourrait dans les semaines et mois qui viennent réintégrer ici ce canal baissier après avoir fait une incursion pendant plusieurs mois au-dessus de ce canal. Alors bien sûr, l'euro pourrait gagner en force par rapport au dollar, mais on voit quand même ici qu'il est en train de se dessiner autour des 1,18, un niveau qui est difficile à franchir. En tout cas, il y a eu 3 tentatives, juin 2025, septembre 2025 et là plus récemment décembre 2025. Et à chaque fois, le prix a été rejeté et l'euro, une fois qu'il arrive là, il descend et c'est le dollar qui reprend de la puissance. Voilà pour cette première vidéo de l'année, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez également à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper la sortie des nouvelles vidéos. Également, je voudrais vous inviter à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir comme contenu sur la chaîne. Merci à tous ceux qui prennent le temps de soutenir, franchement ça me fait à chaque fois hyper plaisir, surtout dans des moments comme actuellement où il y a un désintérêt des particuliers. Ça fait vraiment plaisir de voir que ce que je peux fournir comme travail, ça est utile, ça sert. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire savoir, franchement ça coûte rien et ça fait extrêmement chaud au cœur. Donc merci infiniment à ceux qui le font, je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao.